Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur les antennes du groupe Label Média Plus, composé de Label Radio, de Sunu Label, chaîne au cœur du Sénégal, et de Label Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci encore d'être avec nous. Nous avons décidé aujourd'hui à Tribune du Mardi de prendre l'atmosphère qui prévaut ici à Dakar, ici au Sénégal. Nous sommes à quelques semaines des élections législatives. Il y a quelques jours, c'était très chaud, très bouillonnant, et nous avons laissé passer la bourrasque. Et à froid, nous avons décidé d'entrevoir les perspectives que présentent les élections législatives au Sénégal. Une grande question, le Sénégal a-t-il reculé démocratiquement? À travers les commentaires de nos invités, eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question. Merci encore d'être avec nous pour Tribune du Mardi. Nous avons trois invités pour cette émission. Nous allons commencer par celui qui est loin, mais qui est tout près tout de même. Il s'agit de Aziz Adewale Thiandi, qui est journaliste et qui se trouve en ce moment à Libreville, au Gabon. Aziz, nous pensons que vous avez... Vous regardez, vous suivez ce qui se passe jusqu'à présent au Sénégal. Il ne faut pas oublier que vous y avez passé jusqu'à cette année, si je ne me trompe pas. Absolument. Bonsoir à tous les invités et à vous, Georges. On regarde, enfin personnellement, je regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à Dakar pour avoir vécu l'alternance de 2012 en tant que journaliste. Il y a à quelque chose près des ressemblances. On a un chef d'État à qui on prête l'intention de briguer un mandat supplémentaire que la Constitution ne lui permettrait pas, et justement qui, au vu de ce qui se présente, devrait aller au charbon, qui a un camp également qui le pousse, bien entendu, à tenir le bambou et à profiter pas des manquements de certains textes, mais à profiter du flou qui est constaté. Une sorte d'ouverture de la Constitution. Voilà, en ce qui concerne les textes, bien entendu, la Constitution, puisque selon de nombreux experts, de nombreux constitutionnalistes, il ne lui est pas interdit de briguer un mandat supplémentaire. Enfin, ça c'est un débat de spécialistes, mais ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances avec 2012 et que malgré, pour le cas de 2012, malgré tout ce qu'il y avait eu, malgré la tension et les manifestations fortes, eh bien, on avait été à une élection présidentielle à laquelle avait participé le président Abdoulaye Wade, qui avait été battu par le président Macky Sall. D'accord. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, le temps de présenter nos autres invités sur notre plateau. Sur ma droite, nous avons M. Abdou Karim Diakhaté, que vous connaissez bien. Ce n'est pas votre première participation. Vous êtes journaliste également. Vous êtes membre de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine, et vous êtes le directeur de publication du magazine Le Panafricain. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Georges, merci beaucoup. Et je salue au passage tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent sur Label TV. Je salue également mon co-débatteur et Aziz, également notre confrère qui est à Libreville actuellement. Oui. Alors, cette atmosphère, comment vous la ressentez? Chaude, tiède, le calme est revenu, comme je le disais tantôt? Disons, je pense qu'en fait... c'est un calme précaire. Je ne le crois pas. Je pense que tout est redevenu un peu à la normale. Comme d'ailleurs on le présentait plus ou moins. Je pense que quelque part, les esprits qui s'étaient un peu chauffés se sont plus ou moins
mise au vert, au frigo, attendant de voir un peu l'évolution dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, avec la Tabaski qui approche peut-être, je pense qu'il y a d'autres préoccupations qui habitent certains acteurs politiques. Ouais. Et acteurs politiques, nous en avons un sur notre plateau. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Diarraté, d'avoir accepté d'être des nôtres. Vous êtes tout simplement un ancien député. Vous êtes d'accord avec le fait que c'est un calme qui prévaut, c'est un calme précaire, c'est une... faudra-t-il s'attendre à des rebondissements à quelques semaines de ces législatives? Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation et saluer mon co-débatteur, en même temps mon frère. Alors, vous êtes tous les deux des Diarraté. Et saluer... Mais vous vous rencontrez pour la première fois ici? Non, c'est la première fois d'être concevoir. Vous nous avez mis ensemble. C'est extraordinaire. Alors, je salue aussi notre compatriote africain qui est au Gabon, Aziz, et saluer l'ensemble des téléspectateurs de Label TV et souhaiter qu'on fasse une bonne émission. Maintenant, vous savez que c'est très... je crois que vous m'avez dit qu'on va parler de l'atmosphère électorale au Sénégal. Il en a toujours été ainsi, en tout cas au moins depuis 2000 particulièrement. En 2000, il y avait, le débat était vif. On a organisé des manifestations monstres. On a accusé le président Abdou Diouf de vouloir frauder avec des cartes israéliennes. Le jour du scrutin, quand on l'a amené au deuxième tour, on n'en parlait plus. La même chose en 2011-2012. Il y a eu 13 morts dans la contestation de la candidature d'Abdoulaye Wade. Quand ils l'ont amené au deuxième tour, c'est comme si de rien n'était. C'est-à-dire que le Sénégal, nous nous sommes habitués, j'allais dire même la classe politique sénégalaise a habitué au peuple sénégalais de contester les élections avant l'organisation. Et si l'opposition gagne, ça s'est bien passé. Si elle perd, ils disent qu'on a fraudé. Mais c'est dû à quoi? C'est pousser des tensions? En fait, pour moi, c'est du marketing politique tout simplement. Mais vraiment, il n'y a rien de très consistant. D'accord, s'il n'y avait pas des morts. Ouais, mais écoutez, c'est un problème d'irresponsabilité. Parce qu'il n'y avait pas de quoi même tuer des gens en 2011-2012. Les gens contestaient la candidature d'Abdoulaye Wade. Quand le Conseil constitutionnel a donné son avis, je crois qu'il fallait tout simplement que les gens aillent aux élections. Aujourd'hui, le débat est vif, mais à la limite, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est la liste Yewwi Askan Wi qui est invalidée, la titulaire. Et le premier à annoncer que cette liste serait invalidée, c'est M. Ousmane Sonko. Et plus tard, il revient pour nous dire, écoute, cette liste doit participer aux élections, il n'y a pas d'élection. Et ça pose problème. Je crois que le problème du Sénégal, fondamentalement, c'est la mauvaise foi de sa classe politique. Opposition d'hier et au pouvoir d'aujourd'hui. Pouvoir d'hier et opposition d'aujourd'hui. Je crois que véritablement, la question de fond, c'est que de mon point de vue, un pays qui a fait 2 alternances démocratiques en moins de 22 ans, un pays où la capitale n'a jamais été gagnée depuis 2000 qu'une fois par le parti au pouvoir, un pays où Thiès, la ville de Thiès n'a jamais été gagnée par le pouvoir en place. Et la même chose pour Kaolack, la même chose pour Ziguinchor. Je crois véritablement nous avons dépassé la phase des querelles électorales. Je crois véritablement le Sénégal a les standards démocratiques qu'il faut pour avoir des élections honnêtes, transparentes et libres depuis 1992. En tout cas, ça aurait été intéressant s'il n'y avait pas eu ces morts. Effectivement, ça n'aurait dû jamais avoir lieu. Parce que les dernières manifestations, mais ça n'a pas raison d'être. Eux, ils savent que leur liste était invalide. Ils savent que ce sont eux les responsables de son invalidité. Et ils appellent les Sénégalais dans la rue pour l'imposer, pour qu'ils participent au législatif. Mais ça n'a pas de sens. Je crois que véritablement les gens doivent faire preuve de responsabilité. Et là, je crois que la société civile sénégalaise a une grande responsabilité dans ces affrontements. Parce qu'il aurait dû dire à la coalition Yewwi, vous ne pouvez pas participer avec cette liste-là. Et ils nous disent, oui, ça ne s'est jamais passé. Mais ce n'est pas vrai. Moi, en 2000... Et il avait reconnu à un certain moment. Mais bien sûr, mais vous savez que moi, en 2014, j'étais le superviseur du département de Thiès de la coalition Benno Bokk Yakaar. À l'époque, nous, en tant que Benno Bokk Yakaar, on avait attaqué la liste du PDS. Parce que les titulaires n'étaient pas paritaires. La Cour d'appel de Thiès nous avait donné raison en invalidant toutes les listes, titulaires comme suppléants. Le PDS nous a attaqué au niveau de la Cour suprême. Et la Cour suprême a considéré que c'est la partie non paritaire qui devait être invalidée. Et effectivement, les titulaires ont été invalidés. Et les suppléants sont restés. Avec ces suppléants, le PDS avait obtenu en 2014 7 conseillers municipaux. Donc, ce n'est pas la première fois que ce qui s'est passé. L'autre chose, les gens ont vu ce qui s'est passé avec la liste de Dakar. Mais, à mon avis, le Conseil constitutionnel a violé le code électoral en trouvant des stratagèmes pour permettre à Yewwi de récupérer sa liste et de la refaire.
et de la faire participer aux législatives. Mais est-ce que c'est pas ça qui a créé... Mais absolument pas. Vous savez qu'à mon humble avis, moi je crois que la liste de Yewwi, la liste de Benno et la liste de Wallu, toutes ces listes-là ont violé le code électoral à tel qu'aucune de ces listes ne devait pas participer aux élections. Mais maintenant, la société civile nous dit oui, il ne peut pas y avoir des élections législatives sans Benno Bokk Yakaar, sans Yewwi et sans Wallu. Mais ça n'a pas ça. Ça dit ceux qui doivent participer à des élections, ce sont eux, les listes qui respectent le code électoral. Mais pas parce qu'ils sont soit de la majorité sortante ou bien c'est des grandes coalitions. À mon avis, vraiment, ces morts-là, c'est des morts pour rien. Ça aurait dû être évité. Parce que Yewwi n'aurait dû jamais appeler à des manifestations pour d'abord, dire que l'élection n'aura pas lieu, parce que l'élection, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas se manifester pour s'opposer à un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel pour les partis, mais c'est un droit constitutionnel surtout pour les électeurs. Deuxième chose, la liste que le Conseil a invalidée, mais ce sont eux-mêmes qui nous ont annoncé que cette liste serait invalide, parce qu'il y avait des erreurs. Véritablement, je crois que c'est dommage, quoi, mais vraiment, on aurait dû éviter ça. Malheureusement, en 2011-2012, il y avait 14 morts, pratiquement pour rien. Cette fois-ci, il y a eu 3. Je crois que ça doit s'arrêter là. Ok. Alors, pour comprendre la situation, question à notre ami Karim Diarraté. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de coalitions qui sont engagées dans ces élections législatives, très peu de candidats indépendants, de candidats de partis politiques seuls, on ne parle que de coalitions. Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de candidats. Si l'on fait un peu l'historique des élections législatives. Les élections législatives précédentes, on avait, je pense, recensé une liste d'une cinquantaine, 47 exactement, donc liste qui était en jeu. Et l'élection d'avant, on avait, je pense, une douzaine de listes. Exact. Par conséquent, je pense qu'on est actuellement à 8 listes, en moins d'une dizaine. Forcément, il y a, de ce point de vue-là, un certain tassement, si l'on peut dire. Mais bon, je pense qu'il faudrait... C'est une particularité sénégalaise? Oui et non, en réalité. Parce que vous savez, d'ailleurs, Moustapha l'a dit tout à l'heure, il y a eu toujours une effervescence autour de l'organisation de joutes électorales. Cela a toujours accompagné l'évolution politique du Sénégal. Mais je voudrais quand même un peu apporter un bémol par rapport à son analyse de la situation. Heureusement qu'il est revenu là-dessus pour dire que la liste également de Benno Bokk Yakaar était également, disons, fautive quelque part. Même s'il y a eu un arrangement au niveau du Conseil constitutionnel, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Parce qu'en réalité, la loi électorale doit être appréciée dans son entièreté. Il ne faudrait pas qu'il y ait des calculs un peu politiques, si l'on veut, pour des arrangements, quelque part. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai beaucoup apprécié la sortie, même si certains l'ont, comme quelque part, un peu regretté la sortie du doyen Ibrahima Fall, qui a un peu fait, en tout cas, son analyse personnelle de la situation, et également d'un avocat réputé, Maître Doudou Ndoye, sur certains aspects de ce problème-là. Mais pour revenir exactement à votre question, je dirais qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de listes, si vous voulez, il y en a juste une 8. Pourquoi des coalitions? Parce qu'au Sénégal, de plus en plus, on se rend compte qu'aucun parti pris, disons, dans son cadre seul unitaire ne peut gagner des élections. C'est dans le cadre de coalition. Et dans le cadre justement de Yewwi Askan Wi, c'est une coalition de coalitions. Déjà, Yewwi Askan Wi compte beaucoup de partis. Il y a Wallu également, du président Abdoulaye Wade, qui est venu s'ajouter. Donc, c'est plusieurs partis. C'est le cas également de la coalition majoritaire Benno Bokk Yakaar, qui constitue des coalitions en son sein avec beaucoup de partis comme le Parti socialiste, l'AFP, le PIT et beaucoup d'autres coalitions. Donc, il n'y a pas de place pour des candidats indépendants? Bon, il y a beaucoup de place, certainement. Mais vous savez, il y aura des candidatures indépendantes pour les élections à venir. Mais vous savez, ce sera véritablement un jeu entre Benno Bokk Yakaar et la coalition la plus en vue de l'opposition, Yewwi Askan Wi. Ouais. Et cet aspect des choses que constitue le parrainage? Oui, bon, le parrainage, je pense que, personnellement, je pense sur ce plateau à dire que c'est quelque chose qui a été décrié déjà au niveau de l'opinion aussi au Sénégal. Et il y a eu aussi l'arrêt de la CEDEAO par rapport à cela. Bon, maintenant, c'est vrai que le pouvoir ne l'a pas respecté pour des raisons qui, certainement, qui lui tiennent à cœur, mais de toute évidence, on a vu effectivement que le parrainage n'a pas constitué un filtre, si vous voulez, pour un peu empêcher ce qu'on a appelé dérapage par rapport à certaines listes farfelues ou autres,
Mais on a vu que c'était un système pour, en tout cas, brider ou quelque part tenir un peu en laisse certains candidats. Forcément, bon, c'est quelque chose qui a été décrié. Bon, je me dis que le gouvernement aurait pu, le pouvoir aurait pu quand même aller dans le sens des recommandations de la CEDEAO pour quand même revenir sur cela et permettre à ce qu'il y ait des parrainages, bon, dans un cadre comme au Bénin, où il y a eu un système qui a été éventuellement mis en place. Au Mali, on a vu qu'il y avait un système de parrainage qui pouvait faire en sorte qu'il y ait quand même des gens plus ou moins représentatifs de la société qui pourraient être, disons, candidats à des élections. Mais pour le cas du Sénégal, véritablement, avec les conditions qu'on a posées, d'ailleurs, c'est ce qui a amené justement la coalition au pouvoir à faire l'erreur qui a failli leur faire perdre, en tout cas, leur place au niveau de ces élections-là. Oui. Alors, direction Libreville, au Gabon. Aziz, avec votre œil extérieur, est-ce que vous pensez que le parrainage, les coalitions que nous avons, qui sont très fortes ici au Sénégal, eh bien, c'est une particularité sénégalaise? Non, puisque le système électoral en France aussi, enfin, un système électoral qui a inspiré de nombreux systèmes en Afrique, fait usage de ces parrainages, et peut-être d'ailleurs que, comme le soutiennent certains, ce sont des méthodes qui ont été dictées de là-bas. Mais en gros, le parrainage est souvent perçu, même si l'idée d'appliquer les parrainages relève de cette volonté de faire en sorte qu'il y ait le moins de candidats farfelus possible, pardon pour l'expression, de candidats lilliputiens possible. On voudrait avoir les personnes les plus représentatives, si j'entends bien, pour participer à tous les scrutins. Maintenant, en général, lorsque c'est analysé de l'extérieur, notamment avec un autre regard, on a parfois le sentiment que ce sont des dispositions qui sont prises pour se débarrasser de certains candidats gênants, ou bien pour les empêcher de participer au scrutin. Mais ceci dit, on a quand même été habitué en ce qui concerne le Sénégal et aussi dans d'autres pays africains à ce que la période électorale cristallise les tensions. Donc, on n'est pas surpris par le regain de tension à l'approche des élections, mais on déplore, bien entendu, le nombre de victimes, parce que même lorsque une seule personne perd la vie dans ces conditions, c'est déjà trop, parce que le débat démocratique, tel qu'on le souhaite, doit rester un débat sans que les acteurs ne soient obligés de bander le muscle et parfois de manifester pour obtenir, enfin pour inverser la tendance quand la situation n'aurait pas favorable. C'est un jeu d'équilibre qui malheureusement peut mal tourner, et c'est le cas lorsque des personnes viennent à mourir à la suite de manifestations. Oui. Alors, il faut dire qu'à propos des manifestations, eh bien, il y en a eu. Il y a eu le concert des klaxons et des casseroles. Il y a eu cette sortie annoncée par les membres de l'opposition, mais bloquée par les préfets pour dire que ces manifestations n'étaient pas autorisées. En tout cas, tout cela a fait monter la tension. Et à la fin du mois de juillet, on peut le dire, il y a eu une sorte de retombée de la pression. Et on va faire le point un peu à ce niveau-là avec le commentaire de Bipa Sissoko. Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi prévu aujourd'hui mercredi à la place de la Nation et qui devait se tenir de 15h
à 19h, après celle qui avait été interdite le 17 juin dernier. L'autorité récidive avec notamment des motifs avancés. Dans sa note du 28, Morta Latine évoque 5 motifs: menaces graves d'atteinte aux édifices publics, risque réel d'infiltration par des individus mal intentionnés, menace réelle de troubles à l'ordre public à travers notamment des appels largement relayés dans les médias sociaux, risque réel d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens dans un contexte de préparation de la fête de la Tabaski, et enfin la violation de l'article L61 du Code électoral. La manifestation est également interdite dans plusieurs villes du pays. Toutefois, les leaders de l'opposition et de la coalition Yewwi Askan Wi qui font actuellement face à la presse annoncent qu'ils renoncent à leur manifestation d'aujourd'hui, qu'ils reportent à une date ultérieure. Mais aussi, Ousmane Sonko a annoncé qu'ils vont refaire le concert de casserole ce jeudi à partir de 20h. Alors, M. Moustapha Diarraté, vous avez suivi ces événements-là, c'est les tout récents. D'un côté, on a l'opposition qui force pour organiser des manifestations. De l'autre côté, on a les autorités administratives qui disent que non, ces manifestations ne peuvent être autorisées. Et beaucoup, à travers le Sénégal et en dehors même du Sénégal, ont parlé de recul démocratique. Comment est-ce que vous avez apprécié cette situation? Enfin, par rapport aux arguments qui ont été avancés par l'administration pour interdire les manifestations, moi je ne suis pas d'accord avec l'administration. Par contre, l'administration aurait pu avoir d'autres arguments beaucoup plus solides pour interdire les manifestations. C'est que Yewwi Askan Wi demande à marcher pour, empêcher la tenue des élections, ou bien imposer sa liste irrecevable. Donc, ces deux raisons fondamentalement peuvent permettre quand même à l'administration de les rejeter. Parce que quand même, on ne peut pas marcher, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel pour le gouvernement d'organiser des élections. C'est un droit constitutionnel pour les partis politiques de participer aux élections. C'est un droit constitutionnel pour les Sénégalais de voter le 31. Donc on ne peut pas, de mon point de vue, manifester contre un droit constitutionnel. L'autre chose aussi, je crois qu'on ne peut pas marcher pour tirer avantage de ses propres turpitudes. Parce que quand même, ce qui arrive à Yewwi Askan Wi, c'est Yewwi Askan Wi qui est seul responsable. Et rappelez-vous que déjà même, après le dépôt, le ministère de l'Intérieur leur avait signalé qu'il y a une personne qui est sur la liste et qui n'avait pas 25 ans. Or, au Sénégal, pour les députés, il faut avoir 25 ans. Ils l'ont sorti en le remplaçant par une personne qui était suppléant. Ils l'ont remonté en tant que titulaire. Et malheureusement, ils ne l'ont pas changé au niveau des suppléants. Là, il y avait doublon. Et le code électoral dit que quand il y a doublon, c'est le dernier investi qui sort. Et quand on sort le dernier investi, la liste devient incomplète. Et le code électoral est clair qu'avec l'incomplétude, la liste est irrecevable. Donc, véritablement, pour ces raisons, la manifestation devait être interdite. Par contre, moi, ce qu'on évoque comme... Elle devait être interdite, mais pas avec ces arguments. Oui, parce que ces arguments, pour moi, on dit oui. Parce que ça, il y a une disposition du code électoral là, qui date de l'époque où il n'y avait que la RTS, pratiquement, télévision comme radio. À l'époque, le président Abdou Diouf, enfin, le Parti socialiste, usait, abusait des campagnes déguisées. Mais aujourd'hui, franchement, d'ailleurs, même cette loi, de mon point de vue, est au détriment de l'opposition. C'est-à-dire que c'est l'opposition qui doit demander à ce qu'on l'abroge. Parce que même maintenant, on peut contrôler le temps d'antenne, mais dire aux gens que vous n'avez pas le droit qu'on publie, que la presse couvre vos manifestations, parce qu'on est en période de pré-campagne. Je crois que véritablement pour moi, c'est ça ce qui constitue un recul démocratique. Mais par contre, l'interdiction de cette manifestation, pour moi, ne me pose pas. Maintenant, tout à l'heure... Même parler de recul démocratique, c'est pas un peu fort, juste sur un incident? Non, mais pas du tout. Vous savez qu'en 2011, on a eu quand même 13 morts avant la présidentielle. Et il y a eu une alternance. Comment peut-on dire qu'à l'époque, on avait dit recul démocratique avec ces morts, mais le jour où Abdoulaye Wade a été battu, on n'en reparle plus. Donc pour moi, c'est des manifestations de tension dans la démocratie sénégalaise. Et de mon point de vue, on doit les dépasser. Mais parler de recul démocratique, ça me semble excessif. Maintenant, c'est que moi, ma conception de la démocratie est celle qui vaut au Sénégal, prévaut au Sénégal. Il n'y a pas photo. Mon sentiment, c'est que cette démocratie sénégalaise-là, c'est une démocratie des élites. Parce que, bon, on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais au Sénégal, le peuple sénégalais n'est interrogé sur la gestion du pays que le jour du scrutin. Et après, il est totalement absent. C'est pourquoi moi je considère qu'il y a des réformes à faire dans ce pays pour donner plus de pouvoir, en tout cas, au peuple, notamment depuis les collectivités locales jusqu'à l'Assemblée nationale. Okay. Allez dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux. Mais vous ne trouvez que des politiciens.
que des représentants des partis politiques. À l'Assemblée nationale, idem. Or, de mon point de vue, véritablement, ce qu'on doit faire, c'est de faire de telle sorte qu'au niveau des collectivités locales, au moins, que les populations puissent être représentées depuis le quartier, le village, dans le conseil municipal. Comme ça, il y aura moins de crispation politique. Moins de crispation politique. Parce que, et d'ailleurs même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je souhaite que le plus rapidement possible qu'on aille vers la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel. Parce que ça crée des tensions inutiles. Or, de mon point de vue, il doit y avoir un mécanisme. Et évidemment, quand on supprime l'élection présidentielle au suffrage universel, il faut réduire ses pouvoirs, renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale et assurer l'autonomie de l'Assemblée. En réalité, vous savez, Sorge, j'ai dit souvent que les Africains ont connu les premiers monarques avec les déclarations d'indépendance. C'est-à-dire que nos présidents, c'est des monarques. Le président du Sénégal, le président du Gabon, le président du Côte d'Ivoire, ils sont chefs de l'exécutif, chefs de la majorité parlementaire, ils dirigent le Conseil supérieur de la magistrature, ils nomment les magistrats. Chef suprême des armées. Ils ont un pouvoir budgétaire illimité. Mais c'est sur ça, moi, de mon point de vue, qu'on doit interroger, parce que la démocratie électorale, on l'a. Mais de mon point de vue, la véritable démocratie, c'est-à-dire qui permet la participation des populations dans l'exercice du pouvoir, notamment, il y a des efforts à faire. Ok. Ça, c'est peut-être pour le futur. Ah oui, bien sûr, pour le futur. Pour le moment, on a une démocratie électorale où chaque année, les partis politiques se présentent. Eh bien, maintenant, vous savez, sur les questions du parrainage, mais le parrainage n'a jamais éliminé ici au Sénégal un grand candidat ou une grande coalition. Parce que Karim Wade et Khalifa Sall, ils étaient éliminés non pas par le parrainage, mais par le code électoral. Par des affaires. Maintenant, on nous dit oui. Aucun parti ne peut gagner une élection, donc il faut créer des coalitions. Mais ça favorise aussi la flambée des partis. On en est à 327. Mais en 2035, on risque d'avoir 1000 partis politiques. Moi, je crois qu'il doit trouver un mécanisme quand même pour réduire de manière drastique les partis politiques, parce qu'il y en a trop au Sénégal. Alors, et qui ne servent absolument à rien. Ce que l'on voulait éviter avec l'émiettement des candidatures individuelles. Oui, mais c'est-à-dire, là, la solution est simple. On peut créer un mécanisme de parrainage des citoyens pour la création d'un parti politique. Ok. Et là, je crois que le problème va être réglé. Parce que quand même, il y a 327 partis politiques. Mais il n'y a pas 327 programmes quand même. Donc déjà, des réformes. Mais revenons à la situation actuelle. Comment est-ce que vous avez ressenti ce concert des klaxons et des casseroles et puis cette tentative de passage en force de l'opposition, j'allais dire radicale, et puis en face, le nom des autorités administratives? Bon, mais écoutez, je pense que, quelles que soient par ailleurs les turpitudes, entre guillemets, évoquées par Moustapha ou les erreurs en tout cas commises par l'opposition un peu par rapport à sa liste, je pense que c'est un droit constitutionnel de manifester, qui leur a été refusé, il est vrai, bon, par des artifices. Bon, mais vous savez, je pense que de leur point de vue, leur motif est tout à fait valable. Bon, maintenant, nous autres observateurs, nous ne pouvons que... Monsieur Diakhaté, Moustapha a dit qu'on ne peut pas manifester contre, contre la tenue d'élection. C'est son opinion, c'est vrai, une opinion d'acteur politique intéressé également. Il est de la majorité, il a le droit... Non, j'ai quitté la majorité, moi je suis... Non, il n'est plus de la majorité. D'accord, bon, donc je vous le concède, mais en réalité, je partage l'essentiel de ce qu'il a dit, mais pour, en tout cas, les motivations de l'opposition, moi, je peux les comprendre. Je me dis qu'en fait, ils ont un argument à faire valoir, ils ont essayé, et quelque part également, le pouvoir a montré son intransigeance peut-être pour leur refuser ce droit constitutionnel. Vous pensez que l'opposition peut être poursuivie parce qu'il y a eu quand même 3 morts et on a vu aussi l'opposition déposer des plaintes un peu partout, écoutez, tant au Sénégal que hors du Sénégal. Vous savez, je pense que c'est un bilan macabre que nous regrettons tous. Ce sont des incidents déplorables qu'il ne faudrait pas en tout cas, de mon point de vue, encouragé, parce que de toute façon, il y a eu toujours, on l'a dit tout à l'heure, une effervescence politique au niveau des élections au Sénégal, mais ce qu'il faut déplorer d'abord, c'est un peu cette situation de crispation inutile entre pouvoir et opposition. En tout cas, par rapport à des faits constants, on sait qu'on ira vers des élections. C'est vrai que quelque part, certains ont pensé que l'opposition pourrait être amenée à boycotter ces élections et ce serait à ses dépens. Parce qu'on a vu un exemple, en tout cas récent, d'une élection qui avait été boycottée à l'époque par l'opposition contre le pouvoir d'Abdoulaye Wade et ce qui leur avait coûté. Maintenant, pour parler de la situation en fait, de recul démocratique au Sénégal, je pourrais penser effectivement que du point de vue...
je ne pense pas que le terme soit excessif. Parce que vous savez, on a eu des élections où il y avait quelque part comme un sentiment de, en tout cas un accord tacite entre différents acteurs par rapport à l'organe qui organisait ces élections. On a vu avec le président Blair à l'époque, quand il y a eu des revendications de l'opposition, un ministre chargé des élections qui avait été nommé et qui n'était pas de son parti. Le fait qu'on revienne maintenant à ce qu'il y ait un ministre de l'Intérieur qui est en tout cas dans le parti au pouvoir qui organise, de ce point de vue, peut être analysé pour certains comme un recul. Même si je considère que rien ne peut empêcher effectivement un ministre qui fait bien son travail, un ministre de l'Intérieur ou de l'administration du territoire, de faire des élections, si tant est qu'il reste véritablement, disons, neutre, ou bien qu'il laisse des directions concernées faire le travail qu'il faut. Mais on a vu avec les péripéties récentes, avec la direction générale des élections qui a été décriée par rapport un peu au refus de prendre, en tout cas, certaines revendications de l'opposition, certains peuvent penser qu'il y a de ce point de vue-là un recul. Bon, maintenant, analyser de manière globale, il faudrait quand même reconnaître que quelque part le Sénégal a reculé. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de spécialistes de la question, des juristes et autres, qui ont effectivement dit que dans beaucoup de points, il y a eu effectivement un recul. Est-ce que ce n'est pas un jugement précipité? Jugement précipité, peut-être, bon, on pourrait parler peut-être de jugement plus ou moins partisan pour certains, mais ce qu'on peut observer effectivement, c'est que quelque part, s'il y a une cote, s'il y a un baromètre, par exemple, en tout cas de la position de tel ou tel pays sur l'échiquier politique africain, certains penseraient au Cap-Vert ou bien au Bénin ou à d'autres pays avant de citer le Sénégal par rapport à ce qui s'est passé toutes ces dernières années-là. D'accord. Aziz, on ne vous a pas oublié, on revient à vous. Vous observez ce qui se passe au Sénégal. Il y a eu ce fameux concert des casseroles et des klaxons, et puis il y a eu ce passage en force avec cette manifestation non autorisée, mais qui a eu lieu quand même. Comment est-ce que vous avez apprécié cette situation? D'aucuns ont parlé de recul démocratique. Bon, peut-être que en parlant de recul démocratique, il y a un peu d'exagération, parce que il faut rappeler que le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique subsaharienne à avoir connu deux alternances, en tout cas qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions, même si les élections ont souvent été précédées de ces tensions dont on a parlé, de ces morts, qui sont tout à fait regrettables. Je crois qu'on est dans un contexte où les deux parties, les deux camps, donc le pouvoir et l'opposition, jouent un peu à se faire peur. On joue à se faire peur et en général, le pouvoir qui a les moyens de l'État pour s'imposer finit par faire respecter la loi, puisque M. Diakhaté, l'ancien député l'a souligné, il y avait des manquements sur les listes électorales. Voilà, sur les listes électorales qui ont été, sur les listes présentées par les différents camps. Alors, si ces manquements, puisque ces manquements ont été reconnus par les partis, il aurait été cohérent de ne pas essayer pour l'opposition de passer en force, mais également il aurait été plus élégant pour le pouvoir de reconsidérer certaines positions de telle sorte qu'il n'y ait pas ces débordements. Vous savez, on est dans un contexte où la responsabilité de la gestion des affaires publiques justement impose une certaine fermeté, en tout cas que l'État doit exercer, doit montrer, et en face, il y a aussi l'opposition qui est dans son rôle de faire entendre sa voix pour faire respecter le jeu démocratique. Maintenant, il faut que le juste milieu prévale et qu'il n'y ait pas de débordement qui ait pour conséquence de mettre en danger la vie d'autrui et
d'exposer également tout le monde à une certaine insécurité. Maintenant, pour les tensions, elles sont tout à fait normales, hein, vu le contexte. Il y a une opposition dynamique, on le voit, et il y a aussi un pouvoir qui tient à montrer qu'il est bien présent et qu'il est aux commandes. Donc, évidemment, on se retrouve à un moment donné avec pas des frictions, des tensions qui, heureusement, sont contenues, parce que je pense aussi que le Sénégal a l'avantage d'être un pays où il y a une forte représentativité des religieux, c'est-à-dire que même si ces religieux ne sont pas présents directement dans le débat politique, leur poids aide énormément à maintenir les équilibres. Et je crois que c'est, de mon point de vue, la chance du Sénégal. Merci bien, Aziz. À tout à l'heure. Monsieur Moustapha Diakhaté, Aziz l'a relevé. Au Sénégal, il y a, entre le pouvoir et l'opposition, il y a une troisième force qui joue un peu le rôle de stabilisateur quand c'est chaud. Oui, effectivement, il a raison. Il y a devant la société civile classique, mais il y a surtout les forces religieuses. Le pouvoir maraboutique, quand même, arrive à apaiser les tensions. Et je crois que ce n'est pas une mauvaise chose pour C'est de cette façon que la dernière manifestation de l'opposition n'a pas eu lieu. Oui, semble-t-il, ça faisait peur. Oui, ils ont intervenu. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que, évidemment, l'opposition a dû renoncer à cette manifestation et a annoncé qu'elle va participer aux législatives avec sa liste de suppléants. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais pour l'opposition, ils vont tuer 3 personnes pour revenir, pour dire, écoutez, on a une liste, on va participer aux législatives. L'opposition. Hein? Non, à cette opposition de Yewwi Askan Wi. Vous savez qu'il n'y a pas une seule opposition, il y a 8 listes. Okay. Il n'y a que la liste de Benno qui est au pouvoir. Toutes les autres 7 listes, c'est des listes de l'opposition qui s'opposent à Yewwi Askan Wi. Mais à l'intérieur de l'opposition, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec la démarche de Yewwi Askan Wi. Je suis plus proche de Aar Sénégal, qui de mon point de vue a une attitude beaucoup plus respectable. D'autant plus que même cette Aar Sénégal, il y a des départements où ils n'ont pas de liste. Pour la simple raison qu'ils n'avaient pas de casier judiciaire. Il y a une liste qui a été invalidée. Sur quoi? Parce qu'il avait présenté un chèque barré, alors qu'on demande, le code électoral parle de chèque de banque. Et c'est un samedi, ils ne pouvaient pas faire autrement. On a rejeté leur liste. Mais au nom de quoi? Parce que la liste Yewwi Askan Wi a été invalidée, qu'il faut brûler le Sénégal. Moi, c'est sur ça que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et puis pour finir, ils acceptent. Mais bien sûr, ils finissent par accepter ceux qui sont rejetés. Et maintenant, après avoir probablement dans leur conscience 3 cadavres. Je crois véritablement c'est un problème. Maintenant, pour ce qui concerne la DG, ceux qui l'ont discrédité, avec le critiqué, ils l'ont fait à tort. Ils l'ont fait à tort. Parce que même les Yewwi Askan Wi, quand ça liste une personne qui n'avait pas l'âge électoral, mais sont eux, avec l'âge d'être député, mais c'est la DG qui a attiré son attention. Maintenant, sur la liste de Dakar, mais c'était invalide. Et la DG, elle a invalidé, le Conseil constitutionnel est revenu pour donner des moyens à Yewwi Askan Wi de faire valider sa liste du département de Dakar. Entre nous, en tout cas, en ce qui me concerne, je crois véritablement qu'il y a plus de mauvaise foi que des objections sur des faits avérés qui puissent entraver à l'exercice démocratique des partis, des coalitions qui veulent aller aux législatives. Véritablement, c'est de la mauvaise foi. Et maintenant, on a tué des personnes pour rien. Pour rien, parce que tout ce qu'ils disaient, oui, il n'y aura pas d'élection sans leur liste, il y aura élection avec leur liste, mais liste de suppléants. Je crois qu'on aurait pu véritablement nous éviter cela. Mais il faut toujours vous rappeler qu'en 2000, on a connu ce phénomène. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de mort, en 2000, avant la présidentielle. Mais en 2012, c'est 13 personnes qui ont été tuées. Bon, cette fois-ci, on en est pour le moment à 3, mais je crois que ça va s'arrêter là. Maintenant, les gens vont aller en campagne et puis, bon, briguer le souverain des Sénégalais. Les Sénégalais voteront pour qui ils veulent. Ok, et ça s'arrête là. Hein. Mais ça a toujours été ainsi. Vous savez que le jour du scrutin, vous allez vous étonner, ça sera un calme plat. Ça a toujours été ainsi. Vous savez que le jour du scrutin, c'est le jour du peuple. Mais maintenant, quand les politiciens, c'est le jour des politiciens, c'est l'agitation, les invectives, les insultes.
Ça, nous, on l'a fait en 2012. Parce qu'en 2012, moi, j'étais avec le président Macky Sall contre le président Abdoulaye Wade. Il n'y a pas quoi, on a tout dit. Mais le jour du scrutin, ça a été calme. Et Macky Sall a qualifié au deuxième tour. On avait même oublié qu'Abdoulaye Wade ne devait pas avoir un troisième mandat. Karim, est-ce que l'opposition s'est fourvoyée parce qu'elle avait essayé de faire en sorte que les élections législatives soient reportées. Bon, et finalement, elle décide d'y participer. On peut effectivement regretter que, quelque part, dans sa démarche, l'opposition n'a pas été toujours cohérente. Parce que, quelque part, effectivement, l'opposition, en tout cas conçue autour de Yewwi Askan Wi et Wallu, avait estimé que le ministre de l'Intérieur ne devait pas organiser les élections. C'était un point de leur revendication. Et finalement, elle est revenue là-dessus. Parce que, quelque part, c'est le ministre de l'Intérieur qui continue en tout cas de gérer en fait ce processus-là. Il y a également d'autres aspects sur lesquels effectivement on peut leur reprocher un peu leur manque de constance, un peu dans la conduite de leurs revendications. Mais tout compte fait, je pense que quelque part, et Moustapha l'a fort justement relevé, toutes ces agitations autour de la préparation des élections est inhérente en fait au cursus même. En fait, c'est quelque chose qui est dans l'ADN, en tout cas, des acteurs politiques. Mais une question quand même, c'est qu'ils sont nombreux les observateurs qui pensent que la coalition dans laquelle se trouvent Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, etc., eh bien, ces membres ont peur de ne plus être députés et de devenir ainsi vulnérables. Bon, mais certains peuvent le penser, forcément. Effectivement, je pense que quelque part, s'ils étaient candidats à cette élection-là, il y aurait peut-être un point de chute. Surtout que chacun, qui pourrait effectivement leur assurer un parapluie. Chacune des personnes citées a une affaire certainement, judiciaire. Certains peuvent pousser l'analyse jusque-là. Oui. Mais vous savez, un acteur politique, il n'y a pas que ces calculs d'épicier quelque part. Il y a la réalité concrète du moment, mais il y a également, en tout cas, tout un processus judiciaire qui peut se mettre en branle de l'autre côté. Mais de toute façon, je pense que ce qui les anime en premier, je pense que ça doit être ça. C'est la bonne foi, effectivement, aller vers des élections où l'on pense pouvoir rallier l'essentiel du suffrage. Je pense que Yewwi Askan Wi avec Wallu ont construit une coalition très forte qui peut faire vraiment beaucoup de mal à la coalition au pouvoir. Il est évident que Benno reste hégémonique sur l'ensemble du pays au point de vue, en tout cas, du rapport entre le nombre de départements, je veux dire, de circonscriptions électorales que cette coalition tient. Mais il y a également, du côté de Yewwi Askan Wi et de Wallu, en tout cas, une progression significative. Moustapha l'avait rappelé, avec en tout cas toutes les grandes villes qu'elle a pu gagner. Et cela est de notoriété. On sait que de toute façon, le pouvoir n'a jamais véritablement gagné les régions comme Dakar, Ziguinchor, Diourbel, bon, pour dire tout, Mbacké, c'est tout à fait logique, et Thiès. Bon, maintenant, on va vers des batailles épiques, quelque part. Il est vrai que l'opposition a mis de l'eau dans son bissap, si l'on peut dire, en acceptant d'aller à des élections où, effectivement, elle avait posé déjà des préalables. On a parlé donc du ministre de l'Intérieur qui ne devait pas conduire les élections. Ils sont revenus un peu sur le fait que leur liste, qui avait été, en tout cas, invalidée sur l'aspect titulaire, puisse être acceptée. Bon, je ne donnerai pas un jugement personnel par rapport en fait, à cette acceptation. Je considère que ce sont des acteurs politiques qui sont animés en tout cas par des desseins politiques. Ils savent certainement où ils vont aller. Mais il est clair que ce sont des élections qui seront très ouvertes. Et de mon point de vue, on en oublie même la coalition Art Sénégal, qui est quand même assez dynamique. J'ai vu certains de ces acteurs mener véritablement une grande campagne, en tout cas de prospection au niveau du pays. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement en tout cas pour la coalition au pouvoir et pour Yewwi Askan Wi, la bataille va se focaliser autour de ces acteurs qui ont une certaine prééminence sur en fait le jeu politique actuel. Ok, alors cette bataille des législatives 2022, certains voient derrière cette bataille la présidentielle de 2024. Absolument, absolument. D'ailleurs même, bon, si vous entendez le discours de beaucoup de coalitions d'opposition, ils disent que c'est un référendum pour une troisième
contre le troisième mandat. Ce qui n'est pas de mon point de vue. Parce que pour moi, on va vers des élections législatives. Ça ne doit pas être un référendum pour ou contre le troisième mandat. Pour moi, dans la mesure, à mon niveau personnel, la question du troisième mandat est réglée. Depuis notamment le référendum de 2016. Pour moi, le président Macky Sall ne peut pas participer encore à une élection présidentielle, sauf attendre que son successeur termine un mandat. Parce les textes ne sont-ils pas ouverts? Mais pas du tout. Vous savez que quand il prêtait serment, pour la première fois, la Constitution avait déjà limité le mandat à 2. Ce qui n'est pas le cas d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, quand il prêtait serment, le mandat n'était pas limité à 2. C'est lui qui a introduit une révision constitutionnelle pour limiter le mandat à 2. Mais pour la première fois, quand Macky Sall jurait, il jurait de ne faire que 2 mandats. C'est ça ce qui se trouve dans la Constitution. Maintenant, lui-même. 2 mandats de 5 ans? Non, vous savez que moi... un mandat de 7 ans, de 5 ans... Vous savez que Sorge, moi j'étais vraiment au cœur du dispositif de la révision constitutionnelle. Le débat ne portait pas sur le nombre de... Alors comment se fait-il qu'il y a cette ouverture Oui, mais c'est des constitutionnalistes qui nous ont mis interprétation multiple. Oui, mais c'est les constitutionnalistes qui nous ont dit oui, il y a une ouverture et que le président il veut briguer un 3e mandat parce qu'on parle de mandat de 5 ans. Non, la Constitution ne parle pas de mandat de 5 ans renouvelable 2 fois. De durée. La Constitution parle... C'est-à-dire, vous savez que le débat en 2016, c'était quoi? Pas le nombre de mandats, mais la durée des mandats. Et le président de la République avait dit... Donc on est passé de 7 à 5. Oui, le président avait dit qu'il veut verrouiller, inscrire dans le marbre constitutionnel, la limitation des mandats à 2 et la limitation du nombre de mandats à 5 ans. Voilà l'engagement qu'il avait pris, qu'il avait vendu aux Sénégalais. Pour moi, à mon niveau personnel, je considère que ce débat est clos. Évidemment, ce qui pose problème, c'est que bon... Moi, j'étais son chef de cabinet quand il me limogeait pour avoir dit qu'il ne doit pas avoir un 3e mandat. Il y a un autre qui a été victime. Et depuis lors, à chaque fois que des gens parlent... Les textes, quand on regarde les textes, ils donnent une lucarne. Mais non, vous savez que vous savez que les textes, le texte dit que nul ne peut faire avoir plus de 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire que personne, Macky Sall ou un autre, au Sénégal, ne peut plus exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ok, on a retrouvé un document dans lequel le président Macky Sall intervient lui-même pour dire qu'il n'y a pas de débat. Nous vous le proposons. Nous devons être très sérieux dans ce pays lorsque nous voulons apporter une contribution positive à la marche de notre pays. Je suis encore à mon 1er mandat qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a 1 an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat. Parce que nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement. Mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Et cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Alors, vos réactions? Mais écoutez, vous savez que ce qu'il vient de dire, moi je l'ai entendu plus de 10 fois. Alors pourquoi donc on lui prête d'autres intentions? Ouais, mais c'est-à-dire qu'il y a des actes qui ont été posés, qui ont jeté du trouble dans la tête des Sénégalais. D'abord, c'est mon limogeage, moi, qui a pour avoir dit qu'il ne doit pas avoir 3e, il me limoge. Auparavant, il y avait déjà un autre Kaba, bon, qui est de la même famille, parce qu'il a raté Kaba. Lui aussi, il est limogé, c'est l'ancien directeur de Sénégal de l'extérieur. Mais après, on a entendu des gens dire, oui, il peut avoir 1000 mandats. Et à la limite, parfois, ils sont promus. Ensuite, il y a la déclaration qu'il avait faite pour dire que
ni oui ni non. Alors que pour moi, il n'a pas à dire ni oui ni non, il doit dire ce que dit la Constitution. Parce que la parole du président de la République, il doit répéter ce que dit la Constitution en matière de 2 mandats. Et ça crée des troubles. Et moi, même si je considère qu'il ne doit pas être candidat, je pense de plus en plus qu'il sera candidat à la présidence de 2024. Ça, c'est votre conviction. C'est ma conviction. Forte. Par rapport à des actes qu'il a posés, donc je suis... D'abord, quand on avait des rapports particuliers, lui et moi, particuliers. Vous savez que moi, j'ai des habits qu'il porte lui-même, qu'il a porté. Ça, vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu. Je suis son ami, et même son épouse, ma petite soeur. Mais quand même, s'il m'a limogé pour avoir dit qu'il ne peut pas avoir 3e mandat, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui trotte dans sa tête. Mais on verra. Ok. Quelle est votre réaction? Bon, mais écoutez, je pense que tout a été dit. Déjà, Moustapha l'avait évoqué de manière, en tout cas, très éloquente. Le président lui-même, le document nous l'a rappelé, était revenu là-dessus. Maintenant, je ne sais pas pourquoi certains apprentis sorciers voudraient lui faire dire... Le président Macky Sall lui-même n'a rien dit. Non, en fait, lui, il était dans cette logique. Il l'avait dit, il l'a dit. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il était un peu fatigué par toutes les interpellations et il a dit, écoutez, je ne dis ni oui ni non. Parce que d'ailleurs, il avait même ajouté que si je me prononce dans un sens ou dans l'autre, les gens ne travailleraient pas. Ce qui demande... Mais il y a eu quand même le sommet de la CEDEAO l'avant-dernier. Oui, justement. Voilà. Et là encore, ça Oui. apporte beaucoup de zones d'ombre par rapport à cette situation. Parce qu'il fallait justement aborder le problème, la problématique de la limitation des mandats. Et sur ces aspects-là, beaucoup de pays se sont plus ou moins prononcés. Et on a retenu que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal pas, en tout cas, ne s'étaient pas prononcés de manière très claire. Cela donc ajoute un peu à tout ce climat de suspicion autour de la volonté qui lui est prêtée d'aller vers une 3e candidature. Mais tout compte fait, je pense que la Constitution l'a réglé, même si par ailleurs il y a des artifices, des subterfuges de constitutionnalistes. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. D'ailleurs, c'est le même problème qui a valu à Alpha Condé ses déboires en Guinée. Alors, Aziz, suspicion légitime ou suspicion qui n'aurait dû pas être? Mais, écoutez, lorsqu'on en vient au contexte dans lequel ces propos ont été tenus et lorsqu'on entend le président Macky Sall, on a justement le sentiment qu'à ce moment-là, il veut couper court à toutes les velléités de le pousser absolument à se prononcer sur un éventuel 3e mandat. Quelque chose aurait-il changé? Bon, mais vous savez que le contexte a peut-être changé. Et si le contexte a changé, peut-être qu'on peut arriver à un glissement et à peut-être influencer pourquoi pas le chef de l'État pour le conduire à essayer de briguer un 3e mandat. Et ça donnerait quoi à partir de votre expérience d'observateur? Écoutez, ça ressemble beaucoup à vraiment à un schéma qui conduit vers un 3e mandat. C'est vraiment un sentiment personnel. J'ai, en observant, l'impression que après avoir hésité ou bien après avoir décidé de ne pas du tout briguer un 3e mandat, le président Macky Sall pourrait être tenté par un nouveau bail à la tête du pays, vu que la situation, en tout cas aujourd'hui, est peut-être différente que celle d'hier. Quand je parle de la situation, c'est le contexte politique et les enjeux. Ok. Alors, Monsieur Moustapha Diarraté, est-ce que parce qu'il n'y a pas de Premier ministre, est-ce que parce qu'il n'y a pas un autre homme fort dans le dos du président Macky Sall, on doit aller jusqu'à lui prêter cette
cette envie de briguer un troisième mandat? On va répondre à votre question. Je vais revenir sur ce qui s'est passé à la CEDEAO. C'est un scandale. Le président de la République, Macky Sall, n'est pas là-bas intuité personnel. C'est le représentant du peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais s'est prononcé en 2016 pour la limitation des mandats à 2 et pas en 5 ans. C'est cette position du Sénégal qui devait... Mais est-ce que ça s'est coulé dans du bronze? Est-ce que ça ne peut pas évoluer? Mais non, c'est ce n'est pas lui. Lui, dans la constitution du Sénégal, dont il est le garant, dont il est le gardien, il est explicitement dit que le président, nul ne peut avoir plus de 2 mandats. C'est ça ce que le peuple sénégalais a dit. Mais lui, quand il va à la CEDEAO ou à l'Union africaine, c'est cette position du Sénégal qu'il doit défendre. Parce que sa position personnelle, ça ne l'intéresse pas. Peut-être veut-il... Mais il n'a pas à vouloir. Il n'a pas à vouloir. C'est clair, c'est par voie référendaire que le peuple sénégalais a dit que j'opte pour 2 mandats et de 5 ans, et point barre. Véritablement, vraiment, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, ça dit que je ne comprends même pas la mollesse de la réaction de la classe politique sénégalaise. Et même de la presse. Parce que ce qu'il a fait là-bas, c'est un scandale. Il a dit le contraire de ce à quoi le peuple sénégalais croit. Il a nié ce qui s'est passé lors du référendum de 2016. Donc, véritablement, pour moi, c'est catastrophique. Et les gens ont été mous, n'ont pas réagi comme il fallait le faire. Parce que le président du Sénégal n'a pas de position. Votre réaction est vigoureuse. Oui, c'est scandaleux. Vous savez qu'il faut qu'on soit plus conscient et plus exigeant en tant que citoyen. Nous sommes au terme de cette émission. Oui. Alors... Vous avez demandé à ce que... Quelle est l'autre question, je veux dire? Moi, j'ai parlé, avant de répondre à votre question, j'ai parlé de ce qui s'est passé à la Oui, je parlais du fait qu'il n'y a pas un Premier ministre. Oui, ça, il n'y a pas un autre homme fort, pour moi, quelqu'un qui a été préparé pour prendre la relève. Ça fait partie des éléments constitutifs du puzzle mais c'est tout de la ça suffit tout ça. Mais écoutez, vous savez, il a créé le vide. Il a créé le vide autour de lui. Et aujourd'hui, vous faites bon, Karim, nous tous, toi et moi, et tout le monde, nous pouvons voir, est-ce qu'il y a un présidentiable d'ici 2024 dans la coalition Benno Bokk Yakaar? Il n'y en a presque pas. Et vous savez que ce que Karim a dit, ça, le face-à-face entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi, mais c'est du tout bénéfique pour Macky Sall. Parce qu'un extrémisme aussi violent que celui de Sonko, je ne suis pas certain que les Sénégalais sont prêts à lui confier le pays. Et tout ça, vous le réunissez, plus des déclarations de ni oui ni non, les déclarations de ses partisans, laissent croire que Macky Sall va briguer un 3e mandat en 2024. Ok, dernier tour, si ça venait à arriver. Bon, mais écoutez, je pense que le peuple est là pour cela. Pour décider. Je voulais juste dire que les élections du 31 juillet prochain vont constituer en fait, Moustapha l'a dit tout à l'heure, un référendum, mais ce sera le premier tour de l'élection présidentielle de 2024, avec ou sans Macky Sall de toute façon. Parce qu'il faudra à l'opposition montrer qu'elle a suffisamment de force pour demain pouvoir prendre la place de la coalition au pouvoir actuellement. Et de ce point de vue-là, cela ne va pas être un chemin tranquille, dans la mesure où le pouvoir a suffisamment de ressources, certainement pour, en tout cas, faire face. Ok, Aziz, vos derniers mots? Mais c'est clair. Je suis tout à fait en phase avec les précédents intervenants. C'est clair que cette élection législative va avoir un enjeu crucial. L'opposition va devoir, en tout cas, convaincre les Sénégalais pour justement montrer quelle est une alternative crédible au pouvoir en place. Maintenant, du côté du pouvoir également, il va falloir essayer de montrer qu'on n'a pas totalement perdu la confiance des Sénégalais et rester à flot pour espérer, sait-on jamais, dans de meilleures conditions, affronter la présidentielle de 2024 avec ou sans le président Macky Sall. Voilà, merci beaucoup Aziz. Il faut rappeler que vous interveniez à partir de Libreville au Gabon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Karim Diaraté, qui est journaliste. Je vous le rappelle, membre de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Il est le directeur de publication du magazine Le Pan-Africain. Et puis, merci beaucoup, monsieur Moustapha Diaraté. Il faut dire que on compte vous recevoir pour parler de ce que vous avez annoncé pendant cette émission, des réformes, de la refondation de la démocratie et pourquoi pas des assemblées régionales. Il faut une refondation du pays. Voilà.
faut une refondation du pays. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est que la perpétuation du système de la gouvernance coloniale du Sénégal. Ok. Il n'y a pas pratiquement de grands changements. Ok, merci Et beaucoup. il faut qu'on aille vers ça. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. Au revoir et à mardi prochain pour un autre numéro de Tribune du Mardi.